À 6h47, heure locale, le sommet le plus surveillé du Mexique a exhalé avec une force jamais vue depuis des générations. Le Popocatépetl, la montagne fumante, a libéré une colonne si dense et chargée qu'elle a défié les métriques habituelles de la volcanologie. De Puebla à Tlaxcala, les vitres ont tremblé, tandis qu'un panache de cendres s'élevait à 9000 mètres vers l'aube. Mais ce n'était pas la hauteur qui alarmait les scientifiques, c'était sa composition. La colonne contenait des traces d'aérosols métalliques et de fragments de silicate d'un type jamais enregistré auparavant. La montagne avait atteint des couches plus profondes, extrayant du matériel de réservoir que l'on croyait scellé depuis le dernier événement caldérique, il y a près de 8000 ans. En moins d'une heure, les réseaux sismiques de la cordillère volcanique transmexicaine se sont illuminés. Un schéma de trémors à basse fréquence, harmonique, persistant, suggérait que le magma se déplaçait latéralement et non vers le haut. Les instruments de l'observatoire du CENAPRED transmettaient des données continues au Centre national de crise à Mexico. Les analystes observaient tandis que les modèles en temps réel clignotaient et se recalculaient. Gradient de pression en hausse, proportion de soufre croissante, respiration du volcan s'accélérant. Le Popocatépetl a toujours vécu dans la psyché mexicaine. Mythe, avertissement, protecteur et destructeur. Son nom nahuatl signifie « montagne fumante », métaphore parfaite pour un être qui nourrit et dévore. Les chroniques du XVIe siècle racontent des époques où ces rugissements se confondaient avec ceux des dieux du tonnerre et où les chutes de cendres transformaient le midi en crépuscule. À l'époque moderne, son rythme a été prévisible. Dégazage doux, explosion périodique, colonne de cendres inoffensive pour ceux qui vivent au-delà de la zone d'exclusion. Ce schéma avait donné un sentiment de sécurité. Mais la mémoire de la nature est plus longue que celle des hommes. Le 18 mai, les satellites de la mission Terra de la NASA ont enregistré une anomalie sous le flanc occidental du cratère, une signature thermique en forme de veine en mouvement. La tomographie souterraine l'a ensuite confirmé. Une intrusion latérale de magma se ramifiait vers une zone considérée comme éteinte. Les données ne mentaient pas. La montagne se réorganisait. Sous des siècles d'apparente tranquillité, une nouvelle géométrie s'écrivait en pression, roche et temps. Les autorités de la défense civile ont agi rapidement. Les couloirs aériens ont été déviés. Les villages voisins d'Amecameca et de Santiago Tzalitzintla se sont préparés à la chute de cendres. Et pourtant, même alors que les alertes se multipliaient et que les journaux diffusaient des images en direct, quelque chose de plus profond se profilait derrière les chiffres. L'inquiétude que cette éruption ne soit pas simplement cyclique, mais transitoire. La chimie du panache, les nouveaux trémors harmoniques, les vecteurs de chaleur s'étendant latéralement, tout indiquait un système en train de reconfigurer ses racines. Dans chaque éruption, il y a un dialogue entre la terre et le ciel. Celle-ci parlait de limites franchies. Le Popocatépetl pourrait bien signaler le début d'une phase géologique capable de redéfinir le centre du Mexique. Les observateurs le savent. Les données peuvent décrire l'éruption, mais l'intuition ressent le changement. Sous la fumée, l'ancien moteur de la montagne se réveille. Le premier avertissement ne vint pas des sismographes, mais des capteurs de lumière. À 3h18 du matin, l'observatoire du Vésuve enregistra une impulsion, un éclair de 0,7 secondes qui illumina tout le versant nord. Le ciel nocturne devint blanc un instant. Quand le panache apparut, il n'était pas de cendres, mais d'une vapeur argentée flottant bas et dense, refusant de s'élever. En quelques minutes, les drones furent lancés et leurs caméras captèrent quelque chose pour lequel les scientifiques n'avaient pas de catégorie. Des gouttes de métal liquide suspendues dans un gaz volcanique. À l'aube, une équipe de confinement escaladait déjà le bord du cratère. Le docteur Matteo Rinaldi, chef de terrain, avançait en tête, sa visière reflétant la lueur fondue de l'abîme. Tous les quelques mètres, ses instruments affichaient des pics anormaux.
des champs électromagnétiques, oscillant là où il ne devait pas y en avoir. Le sol sous ses pieds était chaud. Non à cause de la lave, mais par induction. Il conduit du courant, murmura-t-il par radio. À la base, on crut à une interférence. Ce n'en était pas une. Ils trouvèrent l'origine à mi-chemin du cratère. Une fissure recouverte d'une substance brillante de ton bleu et argenté, pulsant à intervalles réguliers, comme un cœur. Rinaldi s'agenouilla, posant son scanner sur la surface. Les lectures n'avaient aucun sens. La température était basse, à peine 80 degrés Celsius. Mais le matériau irradiait de l'énergie dans la bande des micro-ondes. Il ne réagissait ni comme un plasma, ni comme un minéral. Il résonnait. L'échantillon fut scellé et transféré à l'Institut de géodynamique de Naples, sous confinement total. À son arrivée, l'anomalie s'était atténuée, sa lueur vacillant comme une braise mourante. L'équipe du laboratoire la plaça sous vide. Alors, les instruments devinrent fous. La spectrométrie de masse ne parvenait pas à fixer son poids atomique. Il variait de quelques microgrammes chaque seconde, comme si la matière elle-même était instable dans le temps. La microscopie électronique échoua. Le faisceau se dispersait incohérent. Finalement, sous isolement cryogénique, ils tentèrent la spectroscopie. Les résultats glacèrent la salle. Les lignes d'émission ne correspondaient à aucun élément terrestre, mais à un schéma observé une seule fois, dans les données de poussière interstellaire, près de Proxima Centauri. Le silence envahit le laboratoire. Quelqu'un murmura ce que personne n'osait dire à voix haute. « Cela ne vient pas d'ici ». Alors que les alarmes de confinement retentissaient et que les portes se refermaient, Rinaldi regarda par la fenêtre d'observation. L'échantillon brillait de nouveau, pulsant au même rythme que quelque chose de profond sous le volcan. Pendant un instant, tous les capteurs magnétiques du laboratoire se synchronisèrent sur la même fréquence. Ce que le Vésuve avait ramené à la surface n'était pas seulement étranger, c'était connecté. À 4h16 du matin, 42 heures après la fermeture du laboratoire, le premier rapport mondial d'anomalie arriva. Des magnétomètres de tout le bassin méditerranéen enregistrèrent une impulsion synchronisée, une légère fluctuation de l'intensité du champ géomagnétique, irradiant depuis l'est de la Sicile. Elle dura moins de 2 secondes, mais tous les satellites en orbite basse la captèrent. Le schéma se répéta exactement toutes les 38 minutes. Pour la plupart des capteurs, c'était du bruit de fond. Pour ceux qui savaient où regarder, il dessinait une spirale, une distorsion centrée exactement sur les coordonnées de l'Etna. À Rome, le Consortium géophysique européen convoqua une réunion d'urgence. Les ensembles de données de France, de Turquie et des îles Canaries montraient la même oscillation, en phase avec le signal sicilien. L'amplitude était minime, presque imperceptible, mais cohérente sur 3000 km. C'était comme si le volcan transmettait, non pas du son, non pas des ondes sismiques, mais quelque chose de plus profond, parcourant l'architecture magnétique de la planète. À Catane, l'équipe de la Dr Pompilio continuait à décoder les analyses isotopiques. La structure interne de l'échantillon émettait une faible radiation dans le spectre ultraviolet, trop stable pour toute chaîne de désintégration connue. Lorsqu'ils placèrent le fragment à côté d'un magnétomètre, le champ commença à osciller en synchronie avec les impulsions externes. Quelqu'un coupa les alarmes. Pour la première fois, le silence signifiait découverte. La montagne et l'échantillon étaient en résonance. Le flux de données parvint à l'observatoire magnétique de l'Agence spatiale européenne en Finlande. Les analystes confirmèrent l'impossible. La fréquence des impulsions siciliennes coïncidait avec la période résonante du noyau externe de la planète. Le rythme lent et constant du fer en fusion, circulant à 3000 km sous la croûte terrestre. Ce n'était pas une coïncidence. Le volcan agissait comme un transducteur, convertissant le mouvement géodynamique profond en un signal électromagnétique mesurable. Les gouvernements exigèrent des explications. Des communiqués de presse furent rédigés, puis retirés.
l'Observatoire du Vatican publia une note prudente appelant à l'humilité scientifique face à des processus terrestres inconnus. À huis clos, les agences de défense exécutèrent des simulations, calculant si un tel signal pouvait affecter les communications, les satellites ou la navigation. C'était possible. Au crépuscule, une seconde anomalie apparut. Les impulsions étaient désormais accompagnées de trémors harmoniques, de microséismes parcourant le fond de la mer Ionienne avec un rythme synchronisé. Les sismographes imprimaient le motif comme un battement de cœur. La ligne entre physique et communication commença à se brouiller. Était-ce simplement une rétroaction ou une transmission? Au sommet, les caméras automatiques enregistrèrent une faible couronne bleuâtre entourant le conduit, clignotant au rythme de l'onde magnétique. Les drones captèrent des décharges statiques sautant entre le panache et les nuages. Des éclairs s'entonnèrent. Un instant, la montagne et le ciel semblèrent se respirer à l'unisson. À l'aube, tous les instruments se turent. Les impulsions cessèrent. Chaque magnétomètre revint à sa ligne de base. Le silence qui suivit ne fut pas un soulagement. Ce fut une attente. Le genre de silence qui précède le moment où quelque chose apprend à parler plus clairement. Les changements internes de l'Etna se manifestaient désormais à la surface, et les conséquences pouvaient s'étendre bien au-delà du bord du cratère. À Zaferana Etnea, la matinée commença par des sirènes et le bourdonnement sourd des hélicoptères tournoyant dans le ciel. Les familles se rassemblèrent sur la place principale, valises prêtes, attendant des mises à jour qui n'arrivaient jamais assez vite. Le maire, Salvatore Russo, marchait parmi les groupes de voisins, le téléphone collé à l'oreille, relayant les dernières instructions de la protection civile. Sa voix, d'ordinaire ferme, reflétait maintenant la tension de décisions impossibles, garder les gens en sécurité ou maintenir la ville en mouvement. L'ordre officiel était clair, pas d'évacuation massive, pas de sortie généralisée. Malgré tout, des dizaines de familles partirent, conduisant vers le sud, en direction de Catane, ou vers les collines de l'ouest. Leur groupe WhatsApp se remplissait de photos de la lueur du volcan et de questions sur la fermeture des écoles. Les agriculteurs âgés restèrent sur leurs terres, réticents à abandonner les vignobles et les oliveraies qui avaient déjà survécu à des éruptions passées. Pour eux, la menace de l'Etna était un risque calculé, partie intégrante du prix de chaque récolte, de chaque saison, entre cendres et pluie. Les boutiques de la Via Roma restaient ouvertes, mais la fréquentation piétonne avait diminué de moitié. Les guides touristiques annulèrent les excursions au cratère et les hôteliers répondaient à des appels désespérés de visiteurs réclamant des remboursements. Dans l'après-midi, les réservations avaient chuté de près de 50% et les opérateurs débattaient. Restituer l'argent ou espérer que la crise passe. La gelateria locale, habituellement pleine de touristes, ne servait plus que quelques voisins, commentant les rumeurs sur l'humeur du volcan. À la mairie, un autre débat surgit. Des rapports faisaient état de sociétés minières, intéressées par les minéraux rares de l'Etna, attirées par les rumeurs du matériau étrange expulsé lors de l'éruption. Le maire rejeta ces propositions lors d'une conférence de presse, qualifiant toute tentative d'extraction de folie. « Aucun minerai ne vaut une seule vie sicilienne », déclara-t-il. Les agences régionales renforcèrent cette position, rappelant que les pentes du volcan sont protégées par la loi et interdites à toute exploitation commerciale. Pourtant, la possibilité d'une richesse enfouie sous leurs pieds troubla beaucoup d'esprits, éveillant à la fois espoir et méfiance. À la tombée de la nuit, le maire s'arrêta sous l'ombre de l'église, observant la lueur de l'Etna se refléter dans le ciel. Il savait que les décisions à venir se mesureraient non seulement en euros ou en réservations perdues, mais aussi en confiance et en sécurité de son peuple. À Zaferana Etnea, vivre aux côtés de l'Etna avait toujours signifié coexister avec l'incertitude. Chaque éruption était une épreuve de résistance, chaque rumeur, une étincelle de nouveaux dangers. Le 2 juin 2025,
le mont Etna expulsa une colonne de 6500 mètres et une coulée pyroclastique à 140 km/h. Mais ce qui surprit le plus les scientifiques, ce fut le matériau incandescent. Ni basalte, ni aucun minéral volcanique connu, comme le confirma le laboratoire de Catane. Les enregistrements sismiques révélèrent de nouvelles zones de basse vitesse et une déformation accélérée, très semblable aux conditions instables précédant l'effondrement latéral d'il y a 7200 ans, qui avait déclenché un méga tsunami en Méditerranée. Malgré des analyses approfondies, l'origine et la composition de la substance demeurent un mystère. Les agences de protection civile n'ont pas encore ordonné d'évacuation massive, mais les débats sur l'exploitation minière et la sécurité publique se poursuivent. Comme le montrent les relevés de l'Observatoire de l'Etna, le comportement du volcan est entré dans un territoire inconnu, et les experts avertissent que des processus plus profonds sont désormais en cours. La preuve est claire. L'intérieur de la Terre garde encore des secrets, et même le volcan le plus surveillé du monde peut toujours nous surprendre. Commente si tu penses qu'il ne s'agit que d'une simple éruption ou du plus inquiétant avertissement que la Terre nous ait jamais donné.